Hello, everybody, and welcome to the third and last episode of Proud to Create. So during the last days, we talked about LGBTQ plus representation from different angles. We talked about representation visually with Steve McCary and his photography. We talked about stories and brands with Mikna for his campaign for Diesel. And today we wanted to focus on the moment of the coming out. That is a very intimate and powerful moment that can often be banalized, and that can be very powerful both for the people that come out and for the people that we come out with. Okay, so today our last guest is Dennis Parrott, the director behind the documentary Coming Out. So Dennis collected a series of videos of people that recorded their coming out and then posted online. So what you will see in the documentary are lots of different videos from people from all over the world, and that actually does the coming out with a friend, a family person, or someone close to them. And then you will see then lots of different reaction to this moment. Okay, so today we actually leave the stage to Leila, that was very kind to help us and host the interview for us, because the interview will be in French and our French is not amazing yet. So we leave you with the trailer of the documentary. Enjoy. I've got something to show you. Could you come here for a second? So I'm about to tell my mom. Gotta fucking do it. I'm scared. Hello? Are you filming? I am filming. I am gay. I'm gay. Мы не рассказываем о себе для того, чтобы недовидящие нас знали. Даем столько шума, сколько можем, чтобы такие же люди, как и мы, которые боятся, не могут быть собой, знали, что они не ошибка, что они не одни. What's wrong with you? What's wrong with you? God hates fags. It shouldn't be difficult. You shouldn't feel ashamed. You shouldn't feel scared or threatened. You shouldn't feel like you shouldn't do it. My name's Luke, and I'm gay. Nothing would stop me from loving you, my dear. Yes, hi. I'm really proud to have this conversation. Thank you. This is like a gift. So, hi Denis, bonjour. Bonjour. Merci de bien vouloir poursuivre avec moi après être passé par ce duo fantastique. Eh bien, l'idée, c'est effectivement qu'on puisse démarrer en comprenant voilà, la genèse de ce projet fantastique qui est ce documentaire Coming Out, et nous en parler un petit peu si vous voulez bien. Bien sûr, merci beaucoup pour votre invitation déjà. Je suis ravi d'être là. Écoutez, ce documentaire maintenant, il est sorti en 2019, donc ça a été il y a quelques années. J'ai mon chat qui va venir de temps en temps me voir. On est ravis de le recevoir. Comment ça a commencé? En fait, ça a commencé à Berlin. J'étais sur un projet de film d'animation sur lequel je travaillais. J'étais très fatigué, en fin de projet, en animation, on travaille énormément. Donc j'étais épuisé, et un soir, en rentrant dans mon appartement, je zonnais sur Internet comme pas mal de gens, et de vidéo en vidéo, je suis tombé sur une première vidéo qui m'a absolument bouleversé. C'était la vidéo d'un jeune Britannique qui appelait sa mère au téléphone, et il se filmait en même temps, et il voulait lui annoncer qu'il était gay. Voilà. Et cette vidéo, moi, m'a vraiment bouleversé. Alors, je ne sais pas il y avait une part de fatigue, je pense qu'il y avait une part aussi d'émotion par rapport à cette vidéo. Ça m'a vraiment renvoyé 30 ans en arrière, au moment de mon adolescence, où je voulais aussi annoncer à mes parents que j'étais gay. Et c'était, voilà, j'ai eu comme ça, je pensais avoir réglé pas mal de choses par rapport à ça, et ça m'est revenu vraiment en plein visage. Quelque chose d'assez violent, donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose que je n'ai pas réglé encore, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et ce que j'en ai fait, il y a tout de suite eu l'idée du film qui est venue très rapidement, parce qu'après cette vidéo, qui n'est pas dans le film parce qu'on n'a pas réussi à contacter ce jeune, ça c'est les aléas du montage,
et des productions. Il y a d'autres vidéos donc les vidéos viennent de YouTube. Et sur la droite, il y a plein de vidéos reliées. Donc, j'ai commencé à voir qu'il y avait une deuxième, une troisième, une cinquième, une dixième. Et je me suis dit, c'est incroyable. Je n'avais jamais vu comme ça des vidéos. J'ai trouvé ça déjà très, très impudique, à vrai dire, de se filmer en faisant coming out. Au premier abord comme ça, je me suis dit, en tout cas, moi, j'aurais jamais osé. Ça m'aurait, à son âge, j'y aurais pas pensé. Et ensuite, j'ai tout de suite compris, quoi. Je me suis dit, c'est absolument génial. C'est un outil. Voilà comment se servir des réseaux sociaux pour en faire quelque chose d'assez beau. Donc assez rapidement, je me suis dit, voilà, j'ai envie, il faut faire quelque chose de ces vidéos. Pour moi, elle disait énormément de choses pas sûrement sur le coming out, sur les personnes LGBT, mais aussi sur la famille, sur ce qu'on peut dire en famille, quelque chose de plus général, en fin de compte, les tabous familiaux, ce qui permet de dire, de ne pas dire, le regard qu'on a sur soi, comment on s'accepte tel qu'on est, quel que soit, c'est très large. Je trouvais que ça abordait plein de sujets, ça m'a intéressé immédiatement. Et ça ne pouvait que vous intéresser par ailleurs parce que vous le racontez, on est déjà dans le documentaire quasiment, et comment vous avez sélectionné ces personnes, les sujets, les histoires que vous portez à l'écran. On comprend qu'intuitivement, il y a d'abord cette recherche YouTube finalement qui vous amène et vous porte des sujets. Comment vous avez procédé ensuite pour sélectionner ces profils, ces personas bien réels? Oui. Ça a été un long travail. C'est le travail, on a l'impression que c'est un travail qui est très, très rapide, qu'il y a juste des vidéos qui ont été mises comme ça. En fait, ça a pris quand même 1 an de montage et le fait aussi de monter, de trouver le bon équilibre et de contacter les gens aussi. Parce qu'évidemment, il y a le droit à l'image qu'on a demandé. Et puis, je voulais aussi expliquer aux gens ce que je voulais faire, le but du film, ce qu'il voulait dire et ce que je voulais dire à travers ça. Le choix des vidéos, il y a eu plusieurs choses. Première chose, déjà, je voulais montrer quelque chose de représentatif. Alors, pas représentatif par rapport au monde entier, mais par rapport aux vidéos que j'avais trouvées sur Internet. Pour moi, c'est aussi un phénomène Internet que je voulais retranscrire à travers ça. Et en filigrane, un peu en négatif photo, il y a aussi plein de pays, par exemple, qui n'apparaissent pas dans le film, des zones géographiques qui ne sont absolument pas présentes dans le film. Ça n'est pas mon choix, c'est juste qu'il y a des vidéos qui n'existent pas. Parce qu'il y a encore certains pays où il y a des lois très répressives, pénalisantes ou criminalisantes. Où on reste dans certains pays la peine de mort. Donc voilà, en tout cas, tous ces pays-là n'apparaissaient pas dans la vidéo et je voulais aussi, ça n'apparaît pas dans le film, mais pour moi, ça apparaît quand même en négatif. Et après, sur le choix des vidéos, je voulais un arc narratif. J'espère ne pas avoir fait un film misérabiliste. Donc je voulais vraiment commencer le film par quelque chose de joyeux. On commence avec Campbell, son frère et sa mère, et c'est une séquence qui est assez drôle. Et puis je voulais finir avec quelque chose d'assez tendre avec Lorraine et sa grand-mère à la fin, parce que c'est des séquences que j'adore. Et puis, je voulais faire un film assez doux. J'en ai un peu assez du misérabilisme. Je voulais pas écarter les problèmes, mais tout en parlant aussi. Donc voilà, le choix s'est fait par rapport aussi à ça et l'ordre du montage. Et puis après, c'était des choses que j'avais envie de dire moi aussi en tant que gay, que j'avais pas pu dire sans doute adolescent. Et voilà, donc le choix s'est fait par rapport à ça. Un équilibre difficile entre ce qu'on a envie de dire, les personnes, et c'est pas faire un film trop triste. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu garder pas mal de séquences où on puisse rire, parce que voilà, tout ça n'est pas très grave. Ça ne devrait pas être très grave, quoi. Ça ne l'est pas, et ça ne devrait pas l'être effectivement encore dans certains endroits, dans certaines familles. Et vous avez évoqué la vidéo d'ouverture et puis celle de clôture du documentaire, dont je comprends qu'elles vous ont touché particulièrement ou ému, et surtout ça proposait un narratif qui permettait de rester, si ce n'est joyeux, en tout cas plein d'espoir. Et est-ce qu'il y a des histoires, des profils, des moments particuliers qui vous ont touché, frappé, plus ému ou plus marqué que d'autres? Oui, bien sûr. De toute façon, toutes les histoires m'ont marqué, je les ai choisies aussi pour ça. Après, il y en a, c'est vrai, que j'ai mis au cœur du film, justement, vraiment au milieu du film, parce que c'était pour moi les plus importantes. Il y a la vidéo d'Artem, le jeune russe, qui est absolument incroyable, je trouve. D'ailleurs, j'ai failli finir le film avec lui au montage, et finalement, c'est trop grave. Je ne pouvais pas finir par quelque chose de grave, mais voilà, en tout cas, cette vidéo est vraiment importante. En plus, Artem est venu à Paris au moment de la sortie du film, on s'est rencontrés. C'est quelqu'un vraiment de formidable pour son âge, très mature et très courageux. Voilà, et je trouve que
tout ce qu'il dit est très juste et très beau. Le fait de se sentir comme ça adolescent seul, il dit il avait l'impression d'être le seul gay en Russie. Et ça, en France, je pense qu'il y a pas mal de jeunes, encore aujourd'hui malheureusement, qui pensent être les seuls jeunes gays ou lesbiennes ou trans au collège ou au lycée. Moi, c'était mon cas, j'ai l'impression d'être tout seul aussi. Personne n'était. Il y a un manque de visibilité très grand. Et voilà, oui, Artem, c'est vraiment un des personnages qui m'a marqué le plus dans le documentaire. Merci. Et c'est très juste le sujet des rôles modèles, de la nécessité d'en avoir pour se sentir moins seul et du coup, oser être soi dès lors qu'on n'est du coup pas tout seul. Vous évoquez le procédé narratif tout à l'heure et dans le documentaire, précisément, vous laissez toute la place donc, au coming out, dont on comprend qu'il est évidemment l'objet principal. Ce n'est pas commenté, vous ne donnez pas d'indication aux spectateurs dont on peut imaginer que certains sont concernés directement en tant que population LGBTQIA+, et vous savez bien que du coup l'audience est plus large, et vous laissez le spectateur faire sa propre interprétation. Pourquoi avoir choisi ce procédé? C'est une très bonne question, et je n'ai pas vraiment la réponse encore. C'est ça qui est assez drôle, c'est-à-dire que ma première idée, c'était ça. Vraiment, c'était de conserver que des vidéos, peut-être mettre 1 ou 2 titres constitués, mais c'était vraiment que ça. Donc, le premier montage, c'était vraiment que ça. Et ensuite, il y a eu un long travail pour comprendre pourquoi on voulait faire que ça, quoi. C'est-à-dire, j'ai montré à mes 2 productrices qui sont formidables, d'Audrey et de Film. Elles ont dit, c'est génial, faut pas, ça fonctionne comme ça fonctionne très bien. Mais on a voulu quand même explorer. Donc, j'ai écrit des commentaires, j'ai ramené des archives historiques. On a essayé plein de choses, et rien ne fonctionnait. Et je crois parce que l'idée de départ, c'était vraiment de faire confiance aussi à l'intelligence du spectateur. On n'a pas besoin de commenter. Je trouve que les vidéos sont suffisamment fortes, parlent d'elles-mêmes. Et le fait de commenter, ça ajoutait une voix qui était fausse, qui était supplémentaire. Et j'espère ce qui fonctionne. Pour moi, le pari du montage, c'est aussi, le montage, ça crée des liens invisibles entre les séquences, entre les personnes. Et pour moi, ça rejoint le sujet aussi. Pour moi, il y a plein de petites bulles comme ça sur Internet qui pensent être toutes seules, séparément, en fait, compte, qui vivent, quelle que soit leur histoire familiale, ou qui vivent comme des choses assez similaires dans le monde entier. Et le fait de les juxtaposer comme ça dans le montage, j'avais l'impression que ça allait les relier de façon invisible, par des liens invisibles, ça les relie toutes ces personnes, et que c'était au spectateur d'en retirer ce qu'il en voulait. Mais c'est vrai qu'on a essayé beaucoup de choses et je suis très content d'avoir laissé comme ça. Ça fonctionne, je pense. Il faut faire confiance au spectateur souvent. Oui, et au montage, qui est lui aussi pas toujours la chose qu'on voit le plus quand on regarde un documentaire, mais qui est en réalité à lui tout seul une narration, en réalité, et un fil narratif. On a beau l'oublier, justement, même si ce n'est pas conscient, tout ça, mais, je pense que le spectateur vraiment le perçoit, quoi. Quand on passe d'une séquence à l'autre, ça résonne aussi. Il y a vraiment un écho entre chaque séquence, ça résonne sur la suivante, ça résonne, et pour moi, ça résonne de plus en plus fort à chaque fois. Ça s'accumule, on dit encore la même chose. Je pense qu'1 heure, pour moi, c'était la bonne durée, mais j'aurais voulu faire, dans une autre idée, un film de 3h30, vous voyez, un truc un peu insupportable. 24 heures presque, parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Parce qu'il y en a trop, il n'y en a jamais, c'est pas possible, et c'est les mêmes histoires qui se répètent et tout. Voilà, mais après, il y avait un aspect cumulatif qui était un peu rébarbatif, sans doute. Et alors, justement, vous évoquiez le fait que de mettre toutes ces bulles les unes à côté des autres, mais c'est un peu l'allégorie des réseaux sociaux, en fait. On se rend compte qu'on n'est plus tout seul et ces histoires se succèdent, elles se ressemblent, elles se font écho et finalement l'écho grandit. Ça pose la question de pourquoi les gens ont besoin, mais presque la réponse dans la question, ont besoin de passer par une révélation, un coming out sur les réseaux sociaux, quand on sait que le coming out est a priori quelque chose d'intime, mais qui pourrait aussi tout aussi bien se vivre collectivement, puisque demain, peut-être, il n'y aura plus à faire son coming out. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose d'intime. Et là, on va dans presque on utilise le médium le moins intime du monde. Et pourquoi, selon vous? Alors, c'est la première question que je me suis posée. Comme vous. Oui, c'est en écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Complètement. Ouais. Et d'ailleurs,
pour avoir la réponse, j'ai posé la question aux intéressés. Donc, j'ai posé la même question à tous les jeunes qu'on a contactés avec mes productrices. Et à chaque fois, la réponse était la même. C'était j'ai vu une vidéo il y a quelques mois sur Internet. Je me sentais vraiment tout seul. J'étais assez désespéré. J'ai vu cette vidéo. Ça m'a vraiment fait mieux comprendre qui j'étais par identification. Et ça m'a vraiment aidé à me sentir mieux. Donc, à mon tour, comme une chaîne comme ça que je reproduis, je vais aider d'autres personnes aussi, quoi. Et c'est vraiment la réponse systématique que m'ont donné tous ces jeunes séparément. Donc voilà, il y a vraiment l'idée d'avoir été aidé et de vouloir aider à son tour d'autres personnes, quoi. Une merveilleuse chaîne de rôle modèle, en fait. Effectivement, qui se passe Oui, le rôle complètement, c'est ça, oui. de bâton de Mais parole. complètement, et c'est relativement nouveau. C'est vrai que moi, ça remonte. Maintenant, c'est à 30 ans, mais il y a 30 ans, pour moi, les représentations LGBT, on ne disait même pas LGBTQIA+. C'était La Cage aux folles, c'était ce genre de représentation. C'est une pièce de théâtre et un film que j'adore, hein, c'est pas la question. Mais voilà, je me sentais pas représenté par ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Donc voilà, il y avait vraiment ça. Il y avait un manque de représentativité très générale. Et je pense que ces vidéos, séparément, en tout cas, ajoutent à ça. Parce que pour moi, vraiment, le but du film, c'est de rendre tout ça normal. C'est pas d'en faire tout un plat. Il faut que tout ça se normalise. Il faut que tout ça devienne très banal. Et qu'on n'en parle plus. En effet, vous disiez très justement, on ne devrait pas avoir besoin de se faire son coming out, quoi. On devrait se présenter son copain, sa copine à sa famille, et que ça soit très simple, quoi. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Il y a encore des situations compliquées. Donc, on est obligé d'avoir cette étape-là. Mais c'est le but, en tout cas, de l'avenir, je l'espère. Ouais. On l'espère toutes et tous. Et alors justement, quel impact vous pensez ou vous espérez que votre magnifique documentaire aura eu sur la communauté LGBTQIA+, bien sûr, celle qui était déjà out et celle qui se vivait plutôt au placard, et notamment des jeunes, mais également, on parlait tout à l'heure, d'une audience plus large que celle de la communauté directement concernée. Et quel impact pensez-vous que ça a pu avoir sur l'une et l'autre, ces communautés? Peut-être le même d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, c'est très modeste, hein. Pas du tout, je suis conscient, voilà, qu'il y a comment savoir si un film change un peu les choses ou pas. Pour moi, c'est une toute petite pierre parmi d'autres, toute petite pierre à l'édifice. Je pense pas que les films changent. Voilà. Il y a véritablement les mentalités, mais je pense que plein de petits films peuvent changer un tout petit peu les gens. Concernant donc, votre question, la communauté LGBTQIA+, j'ai eu des très bons retours, quoi. J'ai eu des gens, voilà, très... je pense que tout le monde s'est reconnu, c'est ça. Tout le monde dit, mais ouais, c'est ça que j'ai vécu, j'ai pensé la même chose. Voilà, donc, mais il n'y a rien de très nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de très, très nouveau pour ces personnes-là, évidemment. Mais c'est un soutien, quand même. J'ai senti, voilà, ça fait du bien d'entendre des gens qui ont vécu la même chose, ça permet de partager. Et pour les autres, l'idée de départ, pour moi, c'était vraiment de m'adresser aux parents. C'était vraiment important, ça. Parce que je pense qu'il y a encore un énorme travail à faire, même chez des parents qui ne se disent pas homophobes, qui disent avec moi, il n'y a pas de problème. À partir du moment où ça se présente pour leur enfant, d'un coup, c'est plus du tout le même discours. Donc, pour moi, il y a un truc un peu comme ça de une homophobie qui est plus présente, mais si ça ne me concerne pas, quoi. En gros, bien sûr. C'est là où il n'y a pas 50% de la population française qui se déclare homophobe, et pourtant, il y a 50% des enfants qui sont rejetés ou adolescents rejetés par leurs parents quand ils font leur coming out. Donc, effectivement, il y a ce décalage entre je ne suis pas homophobe dès lors que ça ne se déclare pas dans ma famille. Donc, c'est ça, il y a un peu de décalage. Non, mais il faut que les parents arrivent à se projeter par rapport à ça, quoi. C'est vraiment pour moi, et je suis content parce que il y a certains parents qui me sont dit, ah bah oui, je ne m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai, ma fille, mon fils, voilà, c'est juste essayer par l'identification, parce qu'on voit aussi des parents dans le film, voilà, la question que je voulais poser aux parents, c'est quels parents vous voulez être, et il y a plusieurs parents dans le film, comment vous voulez réagir, voilà, pour moi c'était une sorte d'effet miroir, dire aux parents quels parents vous voulez être. Et j'ai eu plein de retours parce qu'il y a des parents qui ne veulent pas, c'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne veulent pas voir aussi, quoi. Et il y a quelque chose sans doute d'inconscient là-dedans. J'ai eu une mère qui venait me voir en me disant mais ma fille m'a envoyé des signaux, des perches qui étaient énormes. C'était plus des perches, sa fille avait un poster de femmes à moitié nues dans sa chambre, plein de petites photos de femmes. Voilà, elle a parlé que de ça. Et la mère a dit, mais quand ma fille m'a annoncé qu'elle était lesbienne, je suis tombé des nues, quoi. J'avais pas compris, quoi. J'avais pas compris tous les signaux, quoi. Donc, parce que pour elle, c'était un autre monde, c'était à la télé, c'était pas
c'était pas dans les familles voilà, qu'ils connaissaient, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... Il faut rendre tout ça banal et rendre compte que voilà, dans chaque famille, il y a des personnes LGBT et c'est... Je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste voilà, une réalité. Et voilà, c'est juste essayer de faire bouger un petit peu les curseurs comme ça. Et alors justement, en quoi ce documentaire y contribue bien sûr, on vient de le voir, en quoi le rôle des médias, des réalisateurs, sans doute de l'industrie créative dans son ensemble, même littéraire, aurait comme rôle à jouer, comment ils peuvent contribuer justement à la fois cette visibilisation de la communauté LGBTQIA+, et puis à la fois aussi, puisqu'on crée des normes, quelque part par les tendances qu'on modélise, par les images qu'on crée, les récits qu'on fabrique, eh bien, quel rôle les médias et l'industrie créative en général à jouer ou à tenir pour faire que justement une meilleure représentation finisse par normaliser socialement quelque chose à nouveau qui ne devrait pas avoir à être validé par personne. Hein, mais, je suis bien d'accord. Mais je suis complètement d'accord avec vous, évidemment. Après, la culture et je dirais la culture populaire dans le bon sens du terme a une importance énorme. Donc, les séries, par exemple, les livres, etc. Mais je pense que les séries ou les films ont vraiment, ou les jeux vidéo, sont vraiment, vraiment importants dans cette avancée. Et il commence à avoir, il y a des jeux vidéo, il y a un jeu vidéo qui s'appelle Last of Us, dans lequel il y a une jeune femme qui est lesbienne. Et c'est assez récent, mais il y a eu très peu encore de jeux, il y en a quelques-uns. Et là, c'est un énorme jeu qui s'est beaucoup vendu, ça fait beaucoup parler d'ailleurs à sa sortie parce que le personnage était lesbien, l'héroïne. Et ça, pour moi, c'est important. C'est vraiment important. Comme les séries aussi, il y a des séries vraiment, The L Word, Queer as Folk, etc., qui vraiment ont eu une importance. Et d'autres, il y a Earthstopper, il y a pas mal de séries et des films aussi qui sont importants. Et nous, par rapport à ce que vous demandiez, les films sont en train de changer aussi par rapport à ça. Et ça, c'est bien, parce que moi, je suis dans ma génération, il y a quand même des films sur ce sujet. Et à chaque fois, c'était des drames. C'était terrible. C'était Philadelphia, on mourait du sida. C'était même Brokeback Mountain, ils se font tuer à la fin. C'était des films dramatiques où ça se finit forcément mal, comme s'il y avait une malédiction. Vous êtes gay, donc vous allez mourir. Vous êtes lesbienne, donc vous allez être trucidé. Et il n'y a pas de personnage LGBT qui étaient juste des personnages comme ça et qui avaient autre chose à faire dans le film que d'être LGBT. Et ça commence à arriver. Et il y a aussi il y a un film qui s'appelle Love, Simon, qui est une bluette américaine. Et mine de rien, le film, c'est vraiment une bluette, mais je trouve ça pas mal parce que c'est une happy end, ça se passe bien, c'est pas un drame. Et je pense que ça, c'est important aussi, de montrer que ça peut bien se passer aussi, parce que sinon, à mon époque, quand vous vous rendiez compte que vous étiez gay et que vous regardiez un peu la présentation des gays au cinéma, c'est quoi votre vie, quoi. Vous allez mourir, vous allez choper le sida, c'était vraiment ça. Donc c'est aussi le choix des personnages et ce qu'on leur fait vivre, ça c'est important. Et alors, et précisément, sans doute qu'on est dans une industrie créative un peu moins diversifiée dans ses équipes, ou en tout cas pas mal monitorée par une vision hétéro-normée, pour ne dire que ça, parce qu'il y a d'autres diversités qui ne se retrouvaient pas non plus, ou toujours de manière tragique, effectivement, dans la création. Et ça pose justement la question aussi de la représentativité ou de la diversité des équipes créatives qui permettent elles-mêmes peut-être d'offrir une représentation plus juste. Et vous disiez tout à l'heure, par exemple, vous preniez certaines séries en exemple. C'est formidable d'avoir un couple lesbien qui n'est pas dans un rôle de couple lesbien, qui est juste Exactement. un couple, en fait. Et ça change tout. Et précisément, du coup, comment s'assurer, alors pour les cinéastes, pour les réalisateurs, pour les producteurs, même s'ils sont un peu moins, ils ont un peu moins d'impact sur le film, mais malgré tout, sur des créatifs dans les métiers de la publicité, comment s'assurer que le traitement du sujet
et des personnalités, des sujets au sein de leur campagne, quand on se parle de publicité, mais de films, quand on se parle de réalisateurs, soient juste authentiques et voilà, et à l'image de la réalité de la communauté LGBTQIA+. Alors, c'est une question très large et très compliquée parce que il y a aucun consensus. C'est ce qu'on veut faire croire, ça, mais je pense qu'il n'y a pas de consensus au sein de la communauté LGBT. Oui. Et pour moi, heureusement, parce que chaque personne est différente et voilà, politiquement, il y a des gens qui vont de la gauche à la droite. Il y a des gens très différents, donc je pense que c'est pas possible de mettre tout le monde d'accord déjà. Après, au niveau de l'éthique, vous avez raison. Pour moi, le plus simple, c'est de demander aux personnes concernées comment elles pensent et comment elles ressentent les choses. C'est ça qui est important aussi. Il y a un documentaire qui est passé sur France 2 qui s'appelle Homo en France. Il y a pas très longtemps. Fantastique documentaire. Oui, mais j'ai trouvé ça assez bien et j'ai eu des échos de la réalisatrice, comment elle a travaillé. Et en fin de compte, elle a demandé aux personnes comment elles voulaient être appelées, comment elles voulaient être nommées, comment elles voulaient qu'on parle d'elles. Et je pense que c'est le plus simple, en fin de compte, comment demander aux personnes ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent. Et j'ai trouvé le documentaire plutôt bien fait par rapport à ça, parce que on sent qu'elle s'était vraiment intéressée aux personnes, qu'elle n'était pas passée comme ça juste pour faire un sujet de plus. Et le fait de s'intéresser aux personnes, de leur demander comment elle veut qu'on parle d'elles, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus éthique. Voilà, mais c'est un sujet compliqué. De toute façon, il y aura toujours des gens qui penseront qu'on parle mal des personnes LGBT ou pas la bonne façon, etc. Déjà, je trouve que c'est demander aux personnes. Moi, j'ai eu un exemple dans le documentaire avec Cole, qui est un homme trans. Et je sais qu'il chez les personnes trans, il y a le fait on ne doit pas montrer forcément des photos de la personne avant sa transition. Et ça, c'est que voilà, et je comprends complètement. Après, Cole, lui, tenait vraiment à montrer les vidéos qu'il y a dans le film. Donc ça m'a surpris. Il me dit oui, parce que justement, il faut dédramatiser, il faut montrer qu'avant j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça, mais il ne faut pas faire. Pour lui, ça avait un sens de pas cacher les choses, de montrer simplement comment ça s'est. Justement, pour pas qu'il y ait de mystère, pour pas qu'il y ait de. Donc voilà, je pense que des personnes trans pensent ça, lui il pensait autrement. Et pour moi, la meilleure façon d'être éthique, c'était de demander comment lui voulait parler de lui, quoi, tout simplement. Voilà, mais ça mettra. Je sais que j'ai eu des retours, des gens qui m'ont dit mais il ne faut pas montrer les photos. J'ai eu, mais c'est la personne qui a voulu en parler, en montrer. C'est lui qui me les a envoyés, on en a discuté. Voilà, donc l'éthique est compliquée. Je pense qu'il faut respecter les personnes en premier. Voilà. Et sans doute le plus beau message et le plus juste, c'est que quelle que soit la diversité dont on parle, en réalité, il n'y a pas un format LGBTQI+, il n'y a pas une manière d'être noir, il n'y a pas une manière d'être femme. En réalité, évidemment que nous sommes tous singuliers et c'est très intéressant de se dire que vous le traitez aussi de cette manière. Et ça m'amène à ma juste toute dernière question. Est-ce que vous pensez que ce documentaire, mais comme d'autres documentaires, vous avez cité Homo en France, on est là pour parler de coming out, mais en règle générale, contribue à nourrir la conversation ou à porter le sujet au devant de la scène sociétale, et donc du coup de sortir des simples personnes concernées, qu'elles soient alliées ou queer. Voilà, est-ce que ça contribue, est-ce que ça aide à faire voilà, progresser ou passer le propos? Mais je l'espère en tout cas, oui. J'espère vraiment. Il faut faire comprendre aux parents, aux familles que si leur fils, leur fille est une personne LGBT, voilà, ça peut être compliqué à l'adolescence. Déjà que l'adolescence, c'est un moment pas forcément facile pour tout le monde. Là, c'est un moment encore plus difficile. Je pense qu'il faut faire juste comprendre ça. Après, les gens évoluent aussi. J'ai pas envie de faire de discours trop. Il faut aussi laisser les gens faire le chemin tranquillement. J'aime pas trop comme ça l'agressivité qu'il peut avoir revendicative. Il faut aussi. J'ai un exemple comme ça, c'était au festival de Biarritz. Donc le film se projette, et à la fin, la lumière sera allumée, mais un monsieur vient me voir et il me dit « Bon, moi, je suis normal, mais votre film, je l'ai bien aimé. » Voilà. Mais donc, la solution numéro 1, j'allais lui dire « Mais comment ça ?» Voilà, j'allais l'agresser. Après, 2 secondes, j'ai réfléchi, je me suis dit « Bah oui, c'était c'est un peu de travers, mais ça part d'une bonne intention. » Et donc voilà, je lui dis « C'est super gentil, ça me touche. » Et par normal, vous voulez dire normalité, dire oui, bien sûr. Voilà. Je pense qu'il faut aussi, je pense qu'il y a un travail des deux côtés.
Faut pas Il y a un surréagir. chemin à faire des deux côtés. Oui, c'est ça. Il y a un chemin très simple en plus et qu'on est en train de faire. Moi, vraiment, ce dont je suis très heureux, c'est depuis 30 ans, je vois l'évolution, quoi. Et c'est une évolution il y a encore énormément de choses à faire, hein. Je nie pas les grandes difficultés qu'il y a encore aujourd'hui, et dans le monde entier, voilà. Mais il y a quand même les choses avancent. Les choses avancent, pas assez vite, mais les choses avancent. Il faut quand même être super optimiste parce que il y a eu pas mal d'avancées et voilà, aujourd'hui, être une personne LGBT, en tout cas en France, c'est quand même moins compliqué qu'il y a 30 ans, quoi. Donc, voilà. On va Un rester message sur cette note très positive. Merci beaucoup pour merci votre beaucoup à vous pour temps, l'invitation. Denis, et merci à Loïc de Tétu pour cette fantastique Merci à rencontre. lui. Merci à vous pour cette bonne discussion, c'était très agréable. Merci bien. Très partagé, très suivi par notre duo créatif de choc sous le regard bienveillant de qui j'opère depuis tout à l'heure. Merci à elle aussi. Merci à elle pour cette fantastique idée et projet. Merci Denis. Merci beaucoup, merci à vous et à très bientôt j'espère.